Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à vous sur Média TV. C'est un plaisir de vous retrouver une nouvelle fois pour On se dit tout et voici notre sommaire. Et on commence comme tous les samedis matins par un aliment de la semaine, un aliment fraîcheur aujourd'hui. Le concombre est à l'honneur. Ensuite, au boulot et comment faire sa recherche d'emploi grâce aux plateformes de recherche de travail justement. On vous dira tout dans un petit moment. Notre femme inspirante de cette semaine est une vraie source d'inspiration. Si vous cherchez à être motivé pour faire du sport, c'est simple. Elle est là pour ça justement. Je n'ai pas le temps, une phrase bannie de son vocabulaire. Amal Adil est avec nous. Et puis pour finir, les prothèses, l'alternative aux articulations fatiguées. On vous raconte tout ça en détail dans un petit moment. Je retrouve mes invités et on démarre justement. À tout de suite. Merci à vous d'être avec nous, c'est un plaisir de vous retrouver une nouvelle fois et je suis très heureuse d'accueillir mes invités. Je suis très heureuse aussi et perturbée même d'accueillir celle, on va dire, qui a très souvent été mentionnée sur ce plateau pour sa persévérance, pour son amour et son engagement dans le sport et pour le sport. Et justement, je me suis posé cette question, mais pourquoi en fait, elle n'est pas dans une équipe nationale? Amal Adil, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci à toi. C'est un plaisir de vous recevoir. On a très souvent parlé de vous et honnêtement, c'est un plaisir de vous recevoir. Merci vous êtes une source d'inspiration pour de nombreuses jeunes femmes, mais pas que, même pour les hommes, parce que d'ailleurs, votre binôme est un homme pour le marathon. Mais justement, en préparant l'émission, je me dis, mais pourquoi elle n'est pas dans une équipe nationale? On va se raconter tout ça dans un petit moment. Merci beaucoup d'être là. À vos côtés, Hassan Awad, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur commercial de la plateforme Joby.ma. C'est ça, merci de me recevoir. C'est un plaisir de vous avoir. Et avec vous, justement, la recherche d'emploi à travers les plateformes Internet. Eh bien, comment ça fonctionne? Quels sont les pièges à éviter? Et surtout, comment se mettre toutes ses chances de son côté? Nous allons voir ça avec vous dans un petit moment. Avec grand plaisir. Et celui qui remet les articulations en place et en forme, c'est vous, Dr Yahya Derdabi. Vous êtes chirurgien traumato à Tétouan. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci de m'avoir invité et de parler d'un sujet très intéressant qui a permis de changer la vie des gens, surtout les gens âgés, et de leur donner une nouvelle vie. Une nouvelle dynamique. Dynamique, sans douleur, avec mobilité tout à fait normale. Alors, il y a pas mal de pièces devant vous, et ça, c'est des articulations avec des prothèses. On va voir tout ça en détail avec vous. On va les voir tout à l'heure. Dans un petit moment. Merci beaucoup, en tout cas, d'être là. Il fait relativement chaud ces temps-ci. C'est normal. On est, voilà, l'été est là. Et on dit que le concombre est un aliment désaltérant. Pour les sportifs salés, Amel? Bien sûr, oui, c'est très important. Vous faites confiance? Je fais confiance et je le consomme souvent. Eh bien, on regarde ça en image et on revient. À tout de suite. On dit que le concombre est un cornichon géant. Mais est-ce vrai? Le concombre et le cornichon sont une seule et même plante, dont les fruits sont cueillis juste après la floraison pour obtenir le cornichon et à maturité pour obtenir le concombre. Vieux de plus de 3000 ans, le concombre est originaire d'Inde. Malgré son goût amer, il est très apprécié depuis l'Antiquité. En botanique, le concombre est un fruit, même s'il est consommé comme un légume. Il nécessite beaucoup de soleil et un climat chaud. Ses variétés les plus fréquentes sont le concombre hollandais, de forme droite. Il est long et sa peau est lisse. Le concombre épineux, court avec une chair granuleuse légèrement amère, avec une saveur très prononcée. Le concombre arménien ou serpent, long et recourbé à la saveur de melon. Constitué à 95% d'eau, riche en vitamine K et en potassium, le concombre est un bon hydratant et prévient les troubles cardiovasculaires. Riche en fibres, faible en calories, le concombre est un allié minceur par excellence. Il faut savoir que plus un concombre est petit, plus il est savoureux. Et pour profiter de ses bienfaits, il ne faut pas le peler. On le consomme surtout cru, râpé, tranché ou andé sous forme de salade, en jus avec une pincée de cannelle. Cuit, il se décline à l'infini. Poêlé, sauté au beurre ou à la vapeur, il accompagne à merveille les plats de viande et de poisson. Alors cru ou cuit, n'hésitez pas à varier les plaisirs.
Définitivement cru pour vous, Hassan Awad, justement. Vous étiez en train de nous donner une recette. Effectivement, j'ai goûté ça dernièrement. Concombre coupé en rondelles, bien frais, avec un peu de miel et des éclats d'amande. Vous verrez, c'est magnifique. C'est vrai? Pour la digestion et un bon dessert diététique, c'est parfait. Parce qu'en plus, c'est un fruit, C'est un justement. fruit. Donc, on n'y pense jamais en dessert. On pense toujours au concombre. C'est ça. Une va recette tester à ça, tester, absolument. Ça vous dit, docteur? Ben oui, on le mange souvent et on le mange pas comme fruit, mais comme légume. Comme légumes, absolument. Oui, en salade. En salade, c'est ça, en Voilà. entrée. Et puis avec le thym aussi, ou en jus, c'est top. Je pense que c'est un En plat, jus, oui, exactement. C'est un très bon plat jus détox. un plat marocain qui est très bien apprécié par tout le monde, je pense. Absolument. Il faut surtout l'introduire pour les enfants en jeune âge pour qu'ils l'apprécient. Parce que si on le donne à partir de 8 ans, 7 ans, ils ne vont pas le manger. Ouais, non, mais c'est vrai que les enfants, ça, c'est un autre volet. C'est vrai. Mais cette petite recette miel, amande et filet, Ça peut être pas mal. oui, ça peut être pas mal Bien du frais, tout. surtout. Bien frais. Après, si vous voulez rajouter un fromage blanc avec, c'est Ah encore oui, mieux. bah ça, c'est Ça serait bien qu'on vous reçoive aussi pour une rubrique culinaire. J'ai l'impression que vous avez plus de... Avec plaisir. Beaucoup- J'aime cuisiner, en fait. Vous aimez cuisiner, c'est ça. Exact. Bon, en tout cas, on va cuisiner les jeunes maintenant. C'est ça. Qui sont en train de... De la recherche d'emploi, de effectivement. la recherche d'emploi. À tout de suite. Alors nous, on continue la recette, c'est ça, Amel? Donc moi, en fait, Comme je ça, l'ai pris on dernièrement. partage tout avec tout le monde. Voilà, exactement. Donc moi, dernièrement, je l'ai pris, mais en fait, un fil lamelle avec... Le concombre. Le concombre, oui. Donc un fil lamelle avec du ricotta au milieu. Et puis, on fait ça vraiment en rouleau. Et c'est posé, c'est parfait pour une salade, justement. C'est ça, en absolument. entrée. Le filet de miel par-dessus. Exactement. La petite pointe. Voilà. Alors, Hassan Awad, vous êtes directeur commercial de Joby.ma. Quand C'est vous ça. ne cuisinez pas, c'est ce que vous faites. C'est C'est ça. bien ça. Et alors, Joby.ma, c'est une plateforme de recherche d'emploi. C'est une plateforme maroco-marocaine. Effectivement. C'est bien ça. C'est ça. C'est une start-up qui existe depuis 3 ans. C'est une plateforme maroco-marocaine qui utilise des standards internationaux pour effectivement aider les futurs lauréats des écoles à intégrer, je dirais, leur premier emploi. Également, on aide également les entreprises Exactement. à retrouver les meilleurs profils. Mais on a tout ça en images. C'est ça. Parce que nos équipes sont venues chez vous, Effectivement. au sein de votre structure. On regarde et on revient. À tout de suite. Joby.ma, c'est une plateforme intelligente qui permet effectivement de mettre en relation les entreprises qui sont à la recherche des meilleurs profils, ainsi que les candidats qui sont à la recherche aujourd'hui de leur meilleure offre d'emploi. Vous avez notre client entreprise qui met en ligne sur la plateforme la typologie de profils qu'il recherche, bien détaillée. Une fois qu'effectivement que la machine a fait le matching, l'employeur va retrouver une liste de candidats par scoring et c'est le recruteur qui prend en charge lui-même le process RH par la suite. Nous avons un deuxième sujet qui est l'offre mission. On donne accès également à la plateforme, mais on fait aussi tout le travail d'un cabinet sur de la chasse de tête. Le process pour un candidat, il est très simple. En quelques minutes, il va sur la plateforme, il s'inscrit, il renseigne bien les champs, son profil est créé chez nous et il a son espace. De cet espace, il pourra aller, s'il le souhaite, postuler sur les offres d'emploi qui sont publiées sur la plateforme. Et en deuxième temps, nous aussi, quand nous avons une entreprise qui met en ligne l'offre d'emploi qu'on a validée, on ira chercher ce candidat qui sera dans cette base de la plateforme afin de le faire matcher avec la meilleure offre d'emploi. Le conseil que je peux donner effectivement et aux recruteurs et aux candidats, sur le marché du recrutement, il faut être patient et persévérant. Voilà, patience et persévérance justement dans la recherche de l'emploi. Ces plateformes changent quand même la vie des jeunes. Effectivement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les jeunes étaient habitués à avoir un cursus, à aller déposer les CV, ils faisaient beaucoup de porte-à-porte. D'accord ? Aujourd'hui, ce qu'on leur propose, et pour les clients ou pour les jeunes, on est un accélérateur à l'employabilité et on est aussi pour les entreprises un accélérateur pour effectivement trouver les meilleurs profils. C'est ça. Mais vous êtes, on va dire, un premier filtre. On est un premier filtre, effectivement. Il y a 2 filtres. Il y a le filtre qui est fait par les algorithmes de matching parce qu'on utilise la nouvelle technologie qui est le matching learning. Sur la prochaine version, on va intégrer un peu plus d'intelligence artificielle. D'accord ? C'est ce qu'on entend aujourd'hui de plus en plus. Cette nouvelle génération est déjà une génération connectée. Elle est habituée effectivement à utiliser les réseaux sociaux, à utiliser tout ce qui est le monde du digital. Et c'est pour ça que nous, on est en constante amélioration sur la plateforme pour aider ces jeunes,
leur faciliter effectivement l'accès à l'emploi. On les coach également, c'est-à-dire que ce qu'il faut savoir, c'est que l'inscription de ce jeune se fait très rapidement. C'est une inscription aussi qui est gratuite, c'est-à-dire qu'on ne fait pas payer l'inscription du candidat pour accès à l'emploi. Quand un candidat vient chez nous, on fait aussi également du coaching pour l'aider sur les soft skills. On a mis en place effectivement des CV modèles qui sont pertinents parce qu'on a fait une étude avec un panel de RH ici au Maroc, ce qui permet effectivement d'avoir un CV modèle et pour leur donner accès effectivement à cette employabilité. On leur fait aussi de l'accompagnement. De l'accompagnement. Alors ça, c'est, on va dire, la particularité de Joby.ma. Maintenant, ces jeunes, lorsqu'ils s'inscrivent sur une plateforme, ils ne s'inscrivent pas uniquement sur la vôtre, mais sur les différentes plateformes qui existent. Effectivement. Est-ce que ce n'est pas un risque aussi pour ces jeunes de se retrouver, est-ce que c'est une bonne chose ou pas, d'être sur plusieurs plateformes en même temps pour l'entreprise ou pour le futur employeur de trouver ce même profil un peu partout? Alors, ce qui se passe aujourd'hui, effectivement, il y a plusieurs plateformes. Il y a des plateformes, si je peux me permettre, qui sont sérieuses et d'autres moins. Vous avez les étudiants, à force, ils ont testé. Quand je vous ai dit que c'est gratuit, pourquoi je vous ai dit que c'est gratuit? C'est gratuit parce que pour nous, certaines plateformes font payer les inscriptions, on leur dit voilà, un certain forfait, on va te donner accès à l'employabilité. C'est ça. Ce n'est pas du tout notre business model. Nous, ce qu'on souhaite, c'est les accompagner, leur donner accès. Et comme on a déjà créé une communauté sur l'ensemble des réseaux sociaux, on est reconnu. C'est ça le piège à éviter, c'est ce qui permet de nous reconnaître sur le marché. Vous avez des grands acteurs du digital également qui se sont mis dans le recrutement. Ce candidat va s'inscrire sur ces plateformes également. Après, nous, quand on est en contact avec notre client, bien sûr qu'on s'assure. Si nous sommes les premiers à avoir effectivement présenté ce client, ce candidat au client, ben effectivement, on en bénéficie. En revanche, si moi j'ai la structure, mon client qui me dit « Écoute Hassan, j'ai déjà reçu ce CV par une autre personne. » C'est ça. Très bien. Mais vous, votre conseil maintenant, on ne parle pas business, mais on parle conseil. Votre conseil à ces jeunes, c'est de s'inscrire sur plusieurs plateformes ou pas? Il faut qu'ils se donnent un maximum de chance. C'est ça. Il faut qu'ils se donnent un maximum de chance, effectivement. Et après, je vous dirais, autant qu'ils passent avec nous pour qu'on puisse les accompagner un maximum, parce qu'on a vraiment cette caractéristique sociale. C'est-à-dire qu'on a une réflexion impact social, comment on accompagne nos jeunes Marocains à l'accès à l'emploi. À l'emploi, exact. Alors, quelles sont les principales erreurs commises par les jeunes en termes de recherche d'emploi à travers les plateformes? Alors, ils remplissent mal leur profil. C'est pour ça que chez nous, on voit qu'un profil est mal rempli, on a un département de sourcing qui les appelle en leur disant « Écoute, aujourd'hui, on est là avec toi pour que tu accèdes à cet emploi. Il faut que tu remplisses un maximum d'informations sur ton profil. » Mais quand vous dites qu'ils remplissent mal, c'est-à-dire qu'ils ne prennent pas leur temps, ou il y a des fautes, ou c'est quoi Non, ils ne prennent pas le temps, parce qu'en fin de compte, ils pensent que juste le CV va leur permettre. En revanche, non. L'employeur, il cherche effectivement des compétences hors technique. Il veut connaître cette personne. Aujourd'hui, même un employeur a besoin de faire confiance à la future personne qui va intégrer sa structure. Bien sûr. Et aussi qu'elle adhère à la politique de l'entreprise. C'est-à-dire que c'est pour ça que nous, en amont, on fait ce travail avec les candidats. Comme effectivement, on a mis des algorithmes de matching en fonction de l'offre d'emploi qui est mise en place par l'employeur et le candidat, le fait qu'il remplisse bien son profil, ça va matcher, il va remonter et il aura plus d'accès à l'employabilité. D'accord ? En dehors du CV, donc, on leur demande... conseil numéro 1, prenez votre temps pour bien remplir. C'est ça. C'est très important. Vous mettez encore plus de chances de votre côté. Effectivement. Et surtout, en dehors des expériences professionnelles, qui puissent rajouter, comme Madame à côté de moi, des expériences ou sportives, ou entrepreneuriales, ou effectivement les actions qu'ils font dans les associations. Pourquoi ? Parce que toutes ces compétences qu'on ne lit pas dans le CV, en revanche, moi, recruteur, je peux dire, je recherche quelqu'un qui a de l'empathie, quelqu'un effectivement qui a pu faire du théâtre. Et en fin de compte, cette personne qui a fait du théâtre, elle peut effectivement assurer des discours lors de la prise en parole en public. Prise en parole en public. Voilà, tous ces éléments-là qu'on ne retrouve pas dans un CV sont très, très, très enrichissants. Et pour nous, et pour les recruteurs. Parce qu'en dehors du CV ou de la technicité, aujourd'hui, on recherche vraiment la compétence, mais la compétence globale. Le recruteur, il cherche la confiance, la compétence globale et la fidélité de ses salariés. Mais ensuite, c'est étayé par les entretiens, les face-à-face. Tout à fait. C'est bien ça. Tout à fait. Et à chaque fin d'entretien,
on fait cette séance de coaching Ok. en lui disant, voilà ce que tu peux améliorer, comment on peut t'accompagner. Mais vous êtes installé où? On est à Casablanca. Ah, mais uniquement sur Casa? Uniquement sur Casablanca, mais on est mobile. On a fait plusieurs, on fait des campagnes, des roadshows, on se déplace en fonction des besoins, on se déplace, notre équipe se déplace, on fait des journées portes ouvertes, on accompagne. Et là, en fin de compte, c'est un très bon relais sur le projet Armar. Oui, absolument. Le projet Armar, c'est un projet qui s'appelle Emploi, Recrutement au Maroc. C'est un projet, ça va être une caravane qu'on a déjà mis en place, mais qu'on va déployer sur le Maroc. C'est-à-dire qu'on va faire le tour des universités marocaines publiques. Pourquoi je dis publiques? Parce qu'effectivement, les autres instances, elles sont plus accompagnées, on leur donne plus d'armes, tout à fait, on leur donne plus d'armes. Et là, on va faire la caravane de toutes les universités publiques pour effectivement mettre en œuvre avec nos partenaires formateurs, avec nos expertises. On va faire des ateliers, soft skills, les Et vous êtes CV. payé comment? Parce qu'une start-up, c'est aussi une entreprise qui est supposée vivre. Tout à fait. C'est pas une association à but. Non, C'est pas une ONG. Tout à fait. On est payé comment? Pour se différencier du marché, qu'est-ce qu'on a mis en place? Aujourd'hui, on est payé au succès. C'est-à-dire qu'on se fait payer une fois que l'entreprise a recruté le profil qu'elle souhaitait. Ok. On a mis aussi une tarification très spécifique qui est, au lieu de prendre des pourcentages sur le salaire brut et que l'entreprise, que ce soit des entrepreneurs, TPE, PME ou grandes multinationales, se tord la tête pour faire les calculs, savoir. Non, nous on a décidé d'être pragmatique. On s'est dit, voilà, une personne dans le marché qui a 0 à 2 ans, c'est une facturation de temps. 3 à 5 ans de temps. De 5 à 6 ans, par l'expertise, l'expérience. Et en fin de compte, un DRH, quand il a un budget de recrutement annuel, il doit recruter 100 personnes, des différents profils. Mais en fin de compte, il aura déjà son budget qui sera préétabli. Exact. Et effectivement, on peut se permettre d'être en mode agile. Alors, je vous pose la question justement à Maladil, pas la sportive, mais la chef d'entreprise, parce que vous êtes entrepreneur, vous êtes dans le bâtiment. Est-ce qu'il vous arrive de recruter à travers les plateformes comme ça? Est-ce que vous faites appel? Parce que c'est, on va dire, un milieu assez particulier, c'est pas forcément structuré. Mais comment vous faites pour recruter? Ben nous, en fait, j'ai testé ça, on va dire, 1 ou 2 fois. Ça n'a pas vraiment marché parce que j'ai reçu une tonne de CV, mais qui ne correspondaient pas vraiment à ce qu'on recherchait. Ok. Donc, je me suis dit que ça ne servait à rien. Et puis, c'est plus, on va dire, du bouche à oreille, des recommandations, etc. Voilà. Mais à votre avis, pourquoi justement, Hassan? Si je peux me permettre, effectivement, avec Joby.ma, les algorithmes de matching, ils fonctionnent avec la fonction de mots-clés. C'est-à-dire que quand on vous soumet les candidats, admettons si vous cherchez des chefs de chantier ou autres, dans la liste qui sera prédéterminée, vous n'aurez pas un boulanger, vous n'aurez pas un mécanicien. Vous n'aurez pas à faire le tri de CV, parce qu'en fin de compte, c'est la machine qui va trier par les pourcentages. Elle va vous remonter les meilleurs candidats. Vous avez eu d'autres profils, pardon? Non, en fait, ce n'est pas d'autres profils. C'est-à-dire, je demande un chef de chantier, on va dire, je reçois des chefs de chantier. Sauf que ce n'est pas du tout ce que je demande. Par exemple, des ingénieurs, je vais demander des ingénieurs dans le domaine qu'on veut, alors que je reçois des ingénieurs en électricité, en mécanique, en quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que je veux. Voilà. En tout cas, vous n'aurez pas le risque avec Joby, je vous le garantis. Parce que, ça, c'est le directeur commercial qui parle. Les deux. Voilà. Il vend bien. Il vend bien, exactement. On pose la question au docteur Derdali aussi. Les assistantes, les infirmières, etc. Ça fonctionne comment pour le recrutement? Ben nous, le recrutement sur le plan médical, les médecins, on n'a pas de problème avec. Oui, bien sûr. Ils travaillent dans les cliniques, dans les. Mais par exemple, tout le para. Mais le personnel, le para, c'est pratiquement quand on a besoin, par exemple, d'une infirmière qui va aider au bloc opératoire. Donc, on cherche un profil avec de l'expérience. Et donc, la plupart du temps, ce sont des qui se présentent 2, 3, 4, 5. Donc, on leur fait un entretien et on les fait passer au bloc et on voit est-ce qu'ils ont de l'expérience ou ils n'en ont pas. Donc, une expérience générale au bloc opératoire. Après, mais une plateforme comme ça non, jamais. On n'a jamais essayé de faire ça. C'est peut-être dans les mœurs de tous les domaines professionnels, tous les secteurs d'activité. Ils n'ont pas encore mis dans votre programme le secteur médical, la santé. Il y a le secteur de la santé, mais effectivement, ce ne sont pas des demandes récurrentes. En revanche, comme on peut l'entendre aujourd'hui, c'est que
les services, c'est-à-dire tout le domaine IT, le domaine marketing, les domaines commerciaux et après les marchés de niche, effectivement, c'est ceux qui fonctionnent beaucoup au bouche à oreille, mais on fait le nécessaire pour aller vers eux et pour leur dire voilà, il existe un outil qui va pouvoir vous permettre de détecter le talent et ce talent aussi, parce qu'il n'est pas connu. Vous avez effectivement certains étudiants qui sont dans des spécificités, on pourrait dire l'artisanat ou autre, et ils n'arrivent pas à valoriser leur expérience. Et ces gens-là, on peut les faire intégrer des nouvelles structures et leur donner accès à leur premier emploi. Alors, on a une question pour vous de la part de Racha qui vous dit si le profil s'avère ne pas être adapté à la demande de l'employeur, êtes-vous pénalisé? Non. Non, on n'est pas pénalisé. En revanche, on fait le maximum pour lui apporter le bon profil. Comme je vous l'ai expliqué, comme on fonctionne au succès, c'est-à-dire qu'une fois que le client a signé sa convention, pour un poste, on peut l'alimenter de autant de candidats illimités jusqu'à qu'il trouve sa pépite. Sa pépite, c'est ça. Alors, je pense que, bon, vous avez eu, voilà, je vais y arriver, vous avez eu pas mal, vous avez eu pas mal de pistes pour élargir votre business, notamment le paramédical. Oui. Exactement. Et puis peut-être également comment être encore plus performant en matière de proposition. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir fait le déplacement. Merci. Hassan Awad, vous êtes directeur commercial de Joby.ma, une plateforme de recherche d'emploi, justement, et c'est la période pour les jeunes. Recherche de stage aussi ou pas? Effectivement, c'est-à-dire que là, on est en train de mettre en place une communication qui va arriver très rapide pour les futurs stages qui arrivent. On marque une courte pause et on revient pour la deuxième partie. À tout de suite. Merci beaucoup d'être avec nous sur Média TV dans On dit tout. C'est un plaisir de vous accompagner ce matin. On a parlé recherche d'emploi, on va parler articulation dans un petit moment. Et celle qui fait le pont entre ces deux sujets, elle est là, c'est notre femme inspirante de cette semaine. Et je la retrouve tout de suite avec beaucoup de plaisir et de bonheur. Et c'est bien vous, Amal Adil. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est un plaisir de vous recevoir. Vous avez beaucoup de fans, beaucoup de femmes inspirantes qui sont passées par le plateau, ont beaucoup loué votre, on va dire, engagement pour l'activité physique et sportive, à tel point que justement, je me suis demandé, mais pourquoi elle ne fait pas partie d'une équipe nationale? Vous ne faites pas partie d'une équipe nationale. Pas du tout. Pourtant, par exemple, pour les marathons, vous courez en catégorie pro? Non. Non, pas pro. Non. Mais pro des pros dans notre tête à nous. Voilà. Chacun est sa catégorie pro. Pro, exactement. Mais vous êtes une pro pour nous. Mais pourquoi vous n'avez jamais pensé à vous engager, on va dire, sous... vous portez le drapeau du Maroc? Je le porte et je suis fière de le porter, mais être dans une catégorie, on va dire, pro et faire partie de l'équipe nationale, c'est un travail à plein temps. Mais c'est votre travail presque à plein temps, hein, le sport. Presque, exactement. C'est une de mes casquettes, on va dire. Un de vos casques, voilà. Pas casquette, un de vos gros casques. Quand j'ai dit, vous faites le lien, on va dire, entre les deux, parce qu'on a parlé de recherche d'emploi et en fait, vous êtes chef d'entreprise. Tout à fait. Dans un secteur assez masculin. Vous êtes dans le bâtiment et plus précisément dans une société de plomberie. Tout à fait. Incroyable. Pourtant, vous avez fait des études de commerce. Exact. C'est bien ça, mais vous avez atterri dans cette société, c'est une affaire de famille. Exact. Absolument. Et les articulations, parce que vous prenez soin de vos articulations, même si vous les malmenez parfois, à cause du sport. On en prend soin après. On en prend soin après, on va en parler avec le docteur Yahya Dardabi. Amal Adil, allez, en couleur, on regarde le reportage et on revient. Amal Adil, 33 ans, je suis entrepreneur. Je travaille donc dans le domaine du bâtiment. Au début, quand j'ai commencé, il y avait très peu de femmes dans ce domaine. Et puis, c'était un challenge pour moi et un défi de réussir et vraiment de m'affirmer. J'ai toujours été sportive dès le début, mais c'était un sport de salle. En 2012, en fait, j'ai eu l'idée avec une amie à moi de faire le rallye des gazelles. On l'a fait, on était très fiers parce qu'on était le seul équipage 100% marocain. Et puis on a été classé 8e quand même sur 150. Et depuis, c'était la révélation pour moi. J'ai découvert en fait ce que mon corps était capable de faire. Et j'ai été contactée par une agence pour justement participer à Fort Boyard, version marocaine. Donc bien sûr, j'ai sauté sur l'occasion, j'ai dit oui. C'était aussi une expérience qui était inoubliable. On m'a donné des challenges et des défis.
normalement, je ne pensais jamais pouvoir faire. C'est de là que c'est parti. J'ai fait mon premier marathon en 2016. Tout de suite après, j'ai participé à Ninja Warrior arabe, où j'ai représenté la team Maroc. Et c'est là en fait où j'ai compris que j'étais toujours en recherche d'adrénaline et de vraiment pousser mes limites et voir jusqu'où mon corps peut arriver et qu'est-ce qu'il peut encaisser comme challenge, comme défi. Cette année, j'ai voulu lever la barre un petit peu plus haut et je me suis fixé des objectifs qui sont très difficiles, mais je suis sûre que je vais y arriver, Inch'Allah. Donc, je me suis mise au triathlon dernièrement. Je vais faire le Half Ironman de Marbella. Et après, ça va être le Full Ironman de Nice. Et ça, c'est vraiment le grand rêve, la chose que jamais j'aurais pensé pouvoir faire. Et j'espère que je vais pouvoir le finir. Maintenant que je vois mon rêve s'approcher et que je le vois vraiment à côté et que je vais le tenter, justement, j'invite toutes les personnes à aller au bout de leur rêve et d'essayer. Il ne faut pas avoir peur de l'échec, parce que si on échoue, on ne peut que mieux se relever. Eh bien, je laisse la parole aux hommes. Impressionnés, messieurs? Alors, moi, je suis très, très, très impressionné. Ancien sportif, mais aujourd'hui, elle nous dépasse complètement. Et je ne sais même pas si je serais capable de faire ce que vous faites aujourd'hui. Pourquoi ancien? Parce que, ça tombe très bien, blessure au genou, les articulations. Et je pense même que dans quelques années, je vais devoir aller me mettre une prothèse. Une super petite prothèse. Docteur, moi je me suis impressionné par le fait qu'il est passé de simple sportif avec un challenge vraiment important. Et surtout, comment vous prenez, est-ce qu'il y a quelqu'un derrière vous sur le plan kinésithérapie, on va y arriver justement petit à petit. Kinésithérapie, prendre soin de vos articulations, de vos muscles. Est-ce que vraiment, ça doit être pour entretenir tout ce que vous avez? On a de superbes photos de vous, donc j'aimerais bien que cette interview soit en mode large, très très souvent, et pas en mode serré, parce qu'il y a des photos extraordinaires de vous, Amel. Et justement, avant de démarrer l'interview avec vous, on commentait une photo de votre arrivée lors de votre premier marathon. Et en fait, vous arrivez, mais pimpante, magnifique, le sourire, on dirait pas du tout transpiré, limite super bien coiffée. Et vous nous avez dit, on vous demande souvent si c'est... elle arrive la photo. On vous demande souvent si c'est le départ ou l'arrivée. Vous dites non, c'est l'arrivée. C'est l'arrivée. Après 42 km. Après 42 km et quelques. Exactement. 42 km, 200. 200, c'est très important. Très important, les 200 derniers mètres. Alors, d'ailleurs, il y avait aussi une photo de vous avec une équipe, que des hommes. Ça, c'est pour le... Ça, c'était pour Ninja Warrior. Ninja Warrior. Voilà. Et il y a aussi pour l'Ironman. Vous êtes la seule femme, en fait. Oui. C'est surtout un truc de mec. C'est majoritairement, on va dire, hommes. Voilà. Mais par exemple, par pays, vous avez combien d'Ironman? Au Maroc, on en a combien? Moi, je connais Hassan Baraka. Oui. Qui est Ironman. Oui. Il y a Simo Ben Tahir, il y a Hassan Joundi, ils sont, on va dire, une vingtaine. Que des hommes? Que des hommes, principalement. Mais est-ce qu'il y a des femmes Ironwomen dans tous les pays ou pas? Oui, bien sûr qu'il y en a. Oui. Bien sûr. Mais au Maroc, on n'en a pas encore. On en a peut-être une ou deux. En fait, parce que sur l'Ironman, il y a 2 distances. C'est un peu comme le marathon, il y a un semi-marathon et un marathon. Là, c'est pareil. Il y a le Half Ironman et le Full Ironman. Donc, sur le Half Ironman, il y en a pas mal. Okay. Sur le Full, pour ne pas dire de bêtises, franchement, on doit les compter sur le bout d'une main, quoi. Alors, dites-nous, vous prenez jamais de poids, hein, Amel? C'est difficile. Ça dépend. Voilà. Justement, quand on fait autant de sport que vous, est-ce qu'on peut tout se permettre? Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai? Ça, c'est un mythe et c'est vraiment pas vrai. C'est-à-dire? Non. C'est-à-dire que... à quoi ça sert dans ce cas-là de faire autant de sport? De se défouler. Dit-elle bêtement. Voilà. De se défouler et d'être à la recherche d'adrénaline, de se dépasser et d'être bien dans son corps. C'est ça. Il n'y a pas une journée sans sport pour vous? Si, je me prends quand même... J'essaye de me prendre une journée par semaine où je ne fais rien du tout. C'est là justement où je fais de la kiné, je pars voir ma kiné, je travaille sans problème. Je n'ai pas à gérer, on va dire, je vais aller déjeuner au lieu d'aller m'entraîner entre midi et 2. Voilà. L'association qu'on a, donc le CMCF,
On a l'avantage d'avoir un comité, donc on a un président, on a un directeur technique, on a vraiment des accompagnateurs, etc. Donc on est plutôt quand même bien encadré. On a la chance d'être bien encadré, et ça, c'est vrai que c'est un luxe. Mais vous êtes des pros dans ce cas-là. Vous êtes des vrais pros. On est pros dans la catégorie amateur. Voilà. C'est ça. Vous n'êtes pas des petits amateurs. On est des pros on fait ce qu'on peut. On a des vrais pros avec nous qui font vraiment des temps qui sont exceptionnels en compétition et qui méritent justement d'être vraiment avec les vrais pros, avec les élites. Et ça, c'est une fierté. Oui. Alors justement, réveil tous les jours à 4h40 sur les routes à 6h moins quart. 5h45. Exact. 7h15. Fini. La douche. Le petit-déj. Le petit-déj, c'est avant ou après? Non, jamais avant. Jamais avant. Rien avant. Non. Ventre vide. Ventre vide, oui. Ventre vide. Même pas un jus d'orange. Comment vous... Non, impossible. C'est le soir que vous vous alimentez pour avoir l'énergie du lendemain? Du lendemain, oui. Ouais. C'est-à-dire que le corps, de toutes les manières, retient pas mal de... On a toujours une source de glucides, on a toujours une source de sucre. Donc on part puiser en fait dans notre source. Mais alors, j'ai bien compris, j'ai entendu tout à l'heure, après ça, il y a aussi un entraînement entre midi et 2. Exactement. C'est-à-dire, ensuite, c'est direction les chantiers. Voilà. Donc toute la matinée. Direction le bureau, le chantier, donc le travail. Et entre midi et 2, j'ai une autre séance que je vais faire. C'est-à-dire, des fois, au lieu d'aller manger, justement, de s'attabler, je vais aller m'entraîner entre midi et 2 et prendre mon repas à emporter et à manger au bureau. Mais vous entraînez à quoi? C'est-à-dire, je fais du renforcement musculaire. C'est important? Oui, c'est très important. C'est très, très important, justement, pour éviter de se retrouver avec les articulations qui sont bousillées. C'est ça. C'est très important. Il y a plein de gens, en fait, qui courent, mais qui oublient, justement, de faire du renforcement. Et justement, on a pas mal de... Est-ce que votre entourage vous en veut de vous donner autant au sport? On n'a pas encore fini la journée, en fait. Oui. Déjà, très tôt le matin, au milieu de la nuit, vous êtes réveillé pour le sport. Entre midi et 2, vous pouvez zapper le déjeuner et on va dire des retrouvailles conviviales ou un rendez-vous convivial pour le sport. L'après-midi, retour au boulot. Exact. Et fin de journée? Fin de journée, si je me suis entraînée entre midi et 2 et le matin, fin de journée, ça va me permettre justement d'aller chez le kiné, d'aller voir mes amis, la famille, etc. et tout, ou autre. Mais en général, je suis sur 2 entraînements par jour. Donc, je matin et midi ou matin et soir. Voilà, exactement. On ne vous en veut pas d'avoir aussi peu de temps pour les autres, honnêtement? Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que mes amis me le disent. Ils me disent que j'étais plus fun avant de me mettre vraiment au sport et surtout à la course à pied et au triathlon. Parce qu'avant, j'avais quand même plus de temps, que j'étais plus fun. Moi, je trouve mon bonheur en ça. Ma famille, ils ont compris. Ils respectent ça. Ils sont contents. Voilà. Donc, du moment qu'ils me voient épanouie, heureuse, pour eux, c'est le plus important. C'est ça. Mais justement, vous êtes tellement fun que c'est dommage de ne pas vous avoir suffisamment. Pour les articulations, elle est sur la bonne voie, docteur? Je pense qu'il entretient bien son corps, ses jambes, ses genoux, ses hanches, puisqu'il est là, il court, mais après, il a des étirements, de renforcement musculaire. Une séance par semaine, c'est suffisant d'étirement? D'étirement? Non, Deux fois. Oui, 2 fois. Et est-ce que vous préférez faire le sport le matin mieux que la fin de l'après-midi? Ah oui, de loin. Après, ça dépend de quel type de sport. Alors, puisqu'on vient de passer Ramadan, est-ce que pendant le mois de Ramadan, vous avez le même programme ou vous le changez avec la journée et le soir? Non, je l'adapte, bien sûr, parce que je ne peux pas m'entraîner le matin et passer toute la journée à jeun. En fait, mes entraînements sont plus juste avant la rupture du jeûne. C'est là où je m'entraîne. C'est-à-dire, je vais m'entraîner 2 heures avant la rupture du jeûne. Pendant 2 heures. Mais c'est pas conseillé. On dit qu'on est pratiquement vide d'énergie. On est en fin de journée. Pas la même intensité. On avait brûlé tous nos calories et pour Elle n'est faire. Pas d'accord. En tout cas, j'en garde. Et j'en retrouve et je suis contente. Sur le plan médical et santé, vraiment, on déconseille juste avant le jeûne parce que. Juste avant la rupture. Juste avant la rupture, parce qu'on avait vraiment brûlé toute la journée tous les vous savez, les calories qu'on moi, je ne m'entraîne pas à votre rythme. Du tout. Moi, on va dire c'est la crèche.
par rapport à vous, jardin d'enfants. Mais c'est vrai que, par exemple, pendant Ramadan, c'est plutôt avant le ftour. Parce que c'est ça. Après le ftour, d'abord, c'est pas possible. Et ensuite, la journée, si c'est plus tôt, c'est qu'on traîne une grosse fatigue et la soif, etc. C'est surtout la soif. La soif. Non, après la rupture de jeûne, 2 heures, 3 heures après, on fait une rupture de jeûne avec quelque chose de léger. À partir de 10 heures de soir, on peut faire le sport. Et on dort à quelle heure? Quand on a la radio le lendemain matin, les enfants emmenés à l'école. Docteur Derdabi, soyons raisonnables. Pardon, Hassan, un petit mot pour... Moi, je la rejoins parce qu'on voit tous les stades, tout le monde fait du sport juste avant la rupture du jeûne. Okay. Et bien au contraire, on voit que les gens, ils ont cette intensité et ça leur fait plaisir, quoi. Bien sûr. Alors, la pro de la course à pied au féminin au Maroc, c'est vous. On peut le dire fièrement. Vous êtes avec nous et Najat a une question pour vous. Elle vous dit un conseil pour commencer la course à pied. Alors, pour commencer la course à pied, faut déjà choisir les bonnes chaussures. Ça, c'est important. Surtout, les femmes, elles ont tendance à chercher tout ce qui est joli. Oui. Alors qu'en fait, il faut chercher vraiment la technicité, savoir quel type de pied on a. Et vraiment prendre des chaussures. Ça aide vraiment, cette histoire de pied? Vachement. Ouais. On a un pied plat. Oui, non, mais au-delà du pied plat, est-ce qu'on pose à l'intérieur, à l'extérieur? Est-ce qu'on est pronateur, supinateur ou est-ce qu'on est universel? Donc ça, c'est très important. Ensuite, il faut y aller petit à petit. Il ne faut jamais être trop gourmand dès le début. Commencer vraiment à prendre l'habitude, vraiment que le corps prenne l'habitude de la course. Commencer avec des petites distances. C'est quoi une petite distance pour Amel? Pour une débutante, c'est pas pareil, c'est sûr. C'est ça. Mais pour une débutante, oui, commencer par exemple, une demi-heure de course. Oui. C'est bien. C'est un truc de débutant. C'est pas 10 minutes. Non, 10 minutes, on n'a même pas le temps de s'échauffer qu'on va s'arrêter. C'est ça. Donc, c'est vraiment commencer 30 minutes. Très certainement, au début, on ne va pas pouvoir faire 30 minutes d'une traite. C'est ça, ok. Voilà, c'est qu'on va faire par exemple 10 minutes, marcher un petit peu, reprendre, etc. C'est vraiment le souffle, parce que c'est ce qu'on travaille. Voilà, c'est ce qu'on va travailler, et c'est l'endurance après. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, la course à pied n'est pas un sport qui fait forcément maigrir. Non. Pourtant, on transpire. Il y a plein de gens qui pensent ça, qui se disent on va faire de la course à pied, on va maigrir et c'est bon. Du moment que je cours, je peux manger ce que je veux. Non. En fait, c'est un déficit calorique et donc les gens, ils ont pas conscience de ça. Mais il y a un gros déficit calorique quand on court. Oui, mais après, quand on va se prendre, on va passer, parce que quand on a couru, on est passé à côté d'une boulangerie, qu'on a senti des croissants, qu'on va aller s'en prendre juste 2, c'est bon, on a récupéré tous les calories qu'on a perdues. Oui, mais pour perdre du poids, il faut au moins 3/4 d'heure de course. Et de course, d'exercice, pas obligatoirement de courir et de courir. On peut marcher, marche accélérée. À partir de 3/4 d'heure, on commence à perdre des calories. C'est pas une demi-heure à 20 minutes. En fait, on commence à perdre des calories et il faut. Mais est-ce que c'est unanime? Parce que c'est quand même frustrant de se dire je cours 40 minutes, je perds rien, je cours 46, je commence à perdre. C'est vraiment frustrant. Il y a une question de morphologie aussi également. D'aptitude aussi. C'est pas vraiment une science exacte. Non, pas exact, mais il ne faut pas courir, ça marcher, accélérer une demi-heure et dire, voilà, il vaut mieux 3 fois par semaine, 3/4 d'heure ou 1 heure, que chaque jour 20 minutes. Mais 20 minutes, on n'a même pas le temps de s'échauffer, on va dire que... de brûler. C'est un bon sujet parce que c'est ce que je vis aujourd'hui. Depuis 1 mois, je fais 10 à 15 km à pied dans Casablanca. Par jour? Par jour. J'ai décidé de mettre la voiture de côté parce que c'est un stress et autres. Et enfin, en fonction des tournées, j'alterne entre taxi, marche, taxi et marche. Et je me sens super bien. Bien au contraire, j'ai plus ce stress, cet énervement, la violence en voiture. Et là, maintenant, j'ai optimisé mon temps. Je fais des conf calls au téléphone, en marchant, en regardant, en faisant attention. Mais même moi, je suis impressionné quand je vois que mon application me dit « Toc, toc, aujourd'hui, tu as été moins productif qu'hier. » Voilà. Mais c'est vraiment c'est important. C'est bon pour la circulation, mais pas pour un vrai sport. Oui. Vous marchez, vous allez dans un bureau, puis après, vous allez 5 minutes comme ça, 10 minutes comme ça. Mais quand on parle du sport, c'est mieux que rien. C'est mieux que rien, absolument. On va fermer le dossier. Sinon, on ne va jamais s'arrêter. Si vous voulez qu'on passe aux articulations, docteur Yahya Derdabi, on parle santé tout de suite. Et comme on dit bien chez nous, Masrinesh,
Mais merci Amel, je n'ai même pas eu l'occasion de vous remercier. Merci encore une fois d'avoir fait le déplacement. Je suis sûre que vous allez revenir dans l'émission pour reparler de course à pied. Avec grand plaisir. Et cette fois-ci, on va vous avoir aussi en tant que chef d'entreprise pour un métier d'homme. Comment une jeune femme gère aussi les hommes, ça c'est une idée, on note pour une prochaine fois. Alors, docteur Yahya Derdabi, vous êtes chirurgien traumato à Tétouan. Comment va Tétouan? Très bien, Tétouan, il se prépare pour l'été. C'est ça, c'est vrai, il se prépare pour l'accueil. Oui, il se prépare pour l'accueil, tout est la plage, la mer, l'entrée de Tétouan, tout est en train de se préparer. On arrive. Tout est beau pour que juillet, août, on va être prêt pour recevoir aussi bien le tourisme marocain qu'international. Exactement. Alors, docteur Derdabi, dites-nous, avec vous, les prothèses articulaires, c'est comme ça qu'on les appelle? Oui, voilà. C'est ça. Alors, docteur Yahya Derdabi, on regarde une petite interview réalisée avec une rhumatologue. Qu'est-ce qui fragilise le plus nos articulations? On regarde et on revient. Pour soulager, justement, avec vous. D'accord. L'articulation, c'est la région de contact entre deux pièces osseuses permettant leur mobilité. Plusieurs pathologies peuvent être responsables d'une destruction de l'articulation. Cette destruction peut être rapide ou progressive selon les étiologies ou bien selon les causes. Si on peut simplifier, on peut les scinder en deux catégories. Il y a la première catégorie des maladies inflammatoires, toutes les causes qui sont soit infectieuses par exemple, qui détruisent rapidement l'articulation quand il y a un germe qui contamine l'articulation. Ce qu'on voit surtout dans notre pratique en tant que rhumatologue, c'est les rhumatismes inflammatoires chroniques. Et parmi ces rhumatismes inflammatoires, on a ce qu'on appelle les rhumatismes inflammatoires destructeurs, comme la polyarthrite rhumatoïde et les spondylarthrites. Dans la deuxième catégorie, on a ce qu'on appelle les pathologies dégénératives, et en tête de liste donc l'arthrose. Parmi les facteurs d'une arthrose primitive, donc il y a l'âge et il y a également le facteur héréditaire. L'arthrose secondaire peut être liée à plusieurs facteurs, donc soit le facteur obésité en premier pour l'arthrose du genou, il y a également donc les traumatismes et toutes les pathologies qui peuvent toucher l'articulation. Le conseil, c'est qu'il faut que le patient consulte dès l'apparition des signes cliniques. On donne des traitements dans le but d'arrêter le processus évolutif et destructeur de la maladie et donc on peut sauver l'articulation. Alors justement, lorsqu'on n'arrive pas à sauver l'articulation, il ne faut pas se dire qu'il n'y a pas de solution. Il y a des solutions, il y a les prothèses. À quoi ressemblent ces prothèses, docteur Derdabi? Voilà. Vous en avez ramené justement. J'ai ramené quelques types de prothèses du genou et de la hanche, mais je veux simplement dire que quand il a parlé tout à l'heure, notre collègue, la rhumatologue, quand on traite les douleurs articulaires par un traitement médical, par des mesures diététiques, par des infiltrations. Et malgré tout ce traitement, on n'a pas de résultat. Les patients continuent à souffrir et à présenter un handicap. C'est-à-dire, ils n'arrivent pas à marcher suffisamment, un périmètre de marche qui est très limité. Ils ont très mal au niveau du genou, de la hanche ou des articulations. Et il y a une mobilité qui est très réduite au niveau de ces articulations. Dans ce cas-là, il ne faut pas laisser les gens souffrir. C'est ça. On ne peut pas prolonger le traitement médical. Parce que quand les articulations elles sont complètement détruites, parce qu'il y a, comme il a dit tout à l'heure, le rhumatisme, et là, donc l'usure du cartilage, avec l'âge au-delà de 65 ans, et quand les articulations elles sont trop sollicitées, ces cartilages vont se détruire. C'est ça. Et il y aura un frottement au niveau de l'articulation qui va causer cette douleur. Mais justement, abuser de traitement, c'est aussi mauvais pour d'autres organes, les anti-inflammatoires, etc. C'est mauvais pour les reins. Les infiltrations corticoïdes et tout ça, c'est mauvais. C'est ça. Dans ce cas-là, on a ces solutions qui sont miraculeuses. C'est des solutions qui ont donné vraiment un soulagement aux patients et une nouvelle vie. Donc, par exemple, au niveau du genou... Si on peut avoir un zoom sur... Voilà. Au niveau ça, du c'est le genou. Voilà, ça, le genou. Quand une patiente a très mal au niveau du genou, avec un frottement au niveau des cartilages articulaires, donc l'intervention consiste à amener un dispositif qui permet de remplacer cette articulation. Vous pouvez nous montrer, ça c'est le genou? C'est le genou et il est composé de 3 parties. Une partie qui est métallique qui permet de couvrir la partie fémorale de l'articulation du genou. C'est ça la prothèse? Voilà, c'est ça la prothèse, c'est la partie métallique. Et une autre qui est encastrée dans le tibia
pour couvrir toute la partie articulaire de tibia. Et entre les deux, il y a un plastique particulier qui est fait de polyéthylène qui permet la mobilité normale de l'articulation. Et au niveau de la rotule, on a un bouton qui est aussi bien en plastique. On peut avoir un zoom, si voilà, c'est possible. Voilà, et qui permet donc d'avoir une mobilité presque normale de l'articulation. Alors, quand vous dites presque normale, c'est-à-dire qu'il ne faut pas trop forcer? Non, c'est-à-dire... On ne peut pas se remettre à courir, on ne peut pas se remettre à faire... Voilà, le sport qui permet à ces gens-là qui ont ces genres de prothèses, que ce soit de la hanche ou de genou, c'est marcher, accélérer, sans aucun problème. Il ne faut pas courir. D'accord. Je vais dire pourquoi. Il y a un risque de chute? Non, parce que c'est une pièce comme toutes les pièces. Donc, elle a une durée de vie. Et cette durée de vie qui est en moyenne de 15 ans. D'accord. Alors, si on force dessus, et il y a ce plastique qui est en polyéthylène qui va se détruire et qui va donner des débris, qui va permettre ce qu'on appelle un décèlement articulaire. Il va passer entre l'articulation et l'os et la prothèse va avoir l'impression de déceler, de sortir de sa place. Donc en fait, il faut pas. Non. On peut faire le vélo, on peut faire la natation, on peut marcher, et même il y a des prothèses spéciales qui permettent aux sportifs de faire même le marathon. Il y a des qui jouent le marathon, qui font le golf, qui font l'alpinisme. Vous avez aussi une prothèse pour l'épaule, Voilà, ça c'est une prothèse de la hanche. Ça c'est la hanche. Ça c'est la hanche. Donc au niveau du bassin, au niveau du cotyle, on met cette partie aussi de polyéthylène et cette partie métallique qu'on met à l'intérieur du fémur pour permettre la mobilité normale. C'est la taille normale? Non, mais c'est pas la taille normale. C'est une question très bête. Au moment de l'intervention, il n'y a pas une taille standard, bien sûr. Au moment de l'intervention, vous mesurez, on a pratiquement une vingtaine, une trentaine de prothèses. Voilà. Mais ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Et on mesure, suivant le patient, la tête du patient, la tête du fémur, et on amène la adéquate qui va aller. La même chose au niveau de l'épaule. Voilà, au niveau de l'épaule. Quand on a une arthrose de l'épaule et la mamie ne peut pas bouger parce qu'elle a très mal, on met une prothèse de l'épaule qui permet, de remplacer la tête de l'humérus et permettre une mobilité normale. Alors, docteur Dadabi, est-ce qu'on peut, à quel endroit peut-on mettre les prothèses? Est-ce que toutes les articulations supportent des prothèses? Poignets, chevilles? Voilà, actuellement, les prothèses le plus souvent utilisées, en premier lieu, c'est la hanche. La hanche, en France, c'est pratiquement 120 000 prothèses par an. Et pratiquées. Et à partir de quel âge? Qu'est-ce qui est recommandé? Non, on traite tout le monde. Si un jeune, il fait une fracture du col de fémur, il a 25 ans, ou il a un rhumatisme, la spondylarthrite ankylosante, qui l'empêche vraiment, il est handicapé de marcher, on ne va pas le laisser attendre 60 ans pour lui mettre ça. Donc on lui met sa prothèse pour qu'on lui donne une vie tout à fait normale et une qualité de vie. Mais en général, les prothèses pour les gens âgés, c'est à partir de 65 ans. Mais il faut dire une chose, que les mamies, les grands-pères et les grands-parents qui font des fractures de col de fémur, on ne peut pas attendre que cette fracture de col de fémur consolide pour qu'il se mette debout. Donc on opère le patient qui a une fracture de col de fémur le même jour. Et il est debout verticalisé le lendemain. Mais pourquoi ne pas attendre justement que son squelette cicatrise seul? Mais on ne peut pas parce qu'il va être alité et donc avec des douleurs importantes, il ne peut pas bouger, et il va faire des escarres, il va avoir des problèmes. Donc il vaut mieux, et on les opère le même jour, le lendemain, tout en essayant de voir l'état cardiaque, diabétique et tout ça du patient. Mais actuellement, dans tout le Maroc, que ce soit dans des cliniques privées ou dans des hôpitaux publics ou universitaires, les résidents qui sont en formation, ils apprennent pendant leur formation à faire ces prothèses-là, qui est devenue une chirurgie courante. Et avant, il y a 20 ans, 30 ans, les gens allaient à l'étranger pour se faire soigner de ces prothèses. Actuellement, de tout le Maroc, il peut être soigné correctement et avoir une vie, pratiquement une qualité de vie extraordinaire. Alors, docteur, il y a une question, il y en a plusieurs, mais par manque de temps, on arrive vraiment à... Il faut
qu'on vous en pose une. Est-ce qu'une prothèse peut durer toute la vie? C'est Nabil, ça permet de revenir sur ce que vous avez dit, 15 ans en moyenne. En moyenne, c'est 15 ans. Mais ça veut dire qu'il faut se refaire opérer? Voilà. Si vraiment on voit, il faut contrôler ces patients. Bon, au début, quand on les opère, on les voit tous les 3 mois, 6 mois, 1 an. Et après, tous les 2 ans, il faut aller voir. Parce que le décèlement de la prothèse, parce que cette prothèse, il y a 2 sortes de prothèses. Soit on les met grâce à un ciment chirurgical, qui est une sorte de colle qu'on met pour permettre que la prothèse se colle à l'os, soit il y a des prothèses sans ciment, et quand on les met, ils ont des rainures, et donc il va avoir une fixation biologique sur l'os. Qu'est-ce que vous préférez, vous, en tant que spécialiste? Ça dépend. Les jeunes, on préfère sans ciment. D'accord. Mais pour les gens d'un certain âge, comme ils ont un os ostéoporotique, on préfère mettre du ciment pour que ça tienne bien. Et donc, quand il y a un décèlement, on le voit au début sur la radio. Donc, sur la radio, on arrive à déceler un liseré entre la prothèse et l'os, qui montre qu'il y a... On commence à le voir au bout de combien de temps? Voilà, bon, 10 ans, 12 ans, 15 ans. Et donc, la plupart maintenant, parce que maintenant, la qualité de vie, les malades qu'on reçoit à 70 ans, 80 ans, ils sont déjà opérés du cœur, ils ont été opérés de leur cataracte, ils ont opéré... Donc, c'est comme en France, c'est comme à l'étranger. Maintenant, la longévité au Maroc arrive à 75 ans, 80 ans. Donc, ces patients-là, il faut leur donner une qualité de vie. C'est ça. Il ne faut pas les laisser souffrir. On peut faire une deuxième opération? Bah oui, c'est ça. Simplement, la première opération, on lui met en 1 heure, 1 heure et demie. La deuxième, ça se fait en 2 heures, 3 heures. Voilà. Peut-être il faut enlever la prothèse. Ça serait bien qu'on fasse une émission sur comment prendre soin de ses articulations pour pousser au maximum la prothèse. Merci beaucoup, Dr Yahia Derdabi, d'avoir été avec nous. C'est un plaisir de vous voir nous expliquer tout ça, de nous expliquer justement en présence de la grande sportive qui est là, Amal Adil. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et puis à vos côtés, Hassan Awad, merci d'être là, d'avoir été là avec nous, directeur commercial de Joby.ma. À très vite. Merci tout le monde. À très vite. Au revoir.